Élections de 2023. Comment les femmes se préparent pour affronter ces échéances? Les élections auront-elles lieu dans le délai? Comment va se faire la désignation des candidates au sein des partis politiques? Comment les femmes vont-elles financer les élections? Le débat au féminin reçoit Dorcas Boalelou, coordonnatrice de Bibi Asbel, organisation de la société civile, Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou et cadre de l'ECID, Solange Mafuta, coordonnatrice nationale adjointe de la dynamique des femmes pour le changement, en charge de la communication et mobilisation. Bonjour fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM et vous, amis internautes, merci de rester branchés au programme de Top Congo FM et bienvenue à ce nouveau numéro du débat au féminin qui reçoit pour vous Dorcas Boalelou. Elle est coordonnatrice de Bibi Asbel, une organisation de la société civile. Madame Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou et cadre de l'ECID. Solange Mafuta, coordonnatrice nationale adjointe de la dynamique des femmes pour le changement en charge de la communication et mobilisation d'Ensemble pour la République. Ensemble avec ces trois dames, nous allons parler des élections de 2023, comment les femmes se préparent dans leurs différents états-majors, comment les femmes sont préparées pour affronter ces élections qui auront lieu dans pratiquement un peu plus d'une année, dans quelques mois. On peut déjà parler de quelques mois, 14 mois, dans 14 mois, en principe. Est-ce qu'on croit vraiment à la tenue, à l'organisation de ces élections d'ici décembre 2023 avec l'environnement actuel qui se présente devant nous, Madame Dorcas? Bon, ce que je pense que nous pouvons croire, continuer à croire, parce que jusque-là, les indicateurs, c'est vrai qu'il n'y a encore pas suffisamment des éléments qui sont avancés, notamment les préalables pour le processus électoral. Mais même si c'est un peu difficile de croire, mais j'hésite de prêter des intentions. Question de voir comment les choses vont évoluer au fil du temps. Mais ce qui est sûr, beaucoup de préalables n'ont pas encore été faits, notamment l'identification des électeurs le processus déjà devrait commencer. On parle de décembre? On parle de décembre, mais même le décembre là, parce qu'en fait c'est un timing. C'est tout un timing qui doit être respecté. Donc, il faudrait d'abord que le calendrier électoral soit déjà établi. Il y a tous ces éléments, tous ces préalables-là qui ne sont pas encore faits. Et donc, c'est un peu difficile de croire avec certitude, mais je me réserve le droit de ne pas croire. Madame Chantal, on peut croire en l'organisation de ces élections d'ici décembre 2023 avec l'environnement que nous avons aujourd'hui? Ok, merci de la question. Essayez d'abord de signaler qu'organiser les élections après 5 ans, c'est un droit et un devoir constitutionnel. C'est d'abord ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne aux Congolais comme un cadeau. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, le régime actuel a la responsabilité de tout faire de façon à permettre à ce qu'en 2023, le peuple se choisisse le dirigeant de son choix. Mais il y a un problème, parce que vous savez, nous qui sommes politiques au niveau de l'ECID, nous avions dit depuis longtemps qu'il faudrait un consensus autour du processus électoral. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nous avons une loi électorale qui a été taillée sur mesure. D'ailleurs, nos pères spirituels l'ont qualifiée d'une loi portant les germes de contestation. À part ça, nous avons aujourd'hui une Cour constitutionnelle qui est très politisée. Nous avons aujourd'hui une CENI qui a été composée par la majorité de la famille au pouvoir. Et nous estimons que dans ces contextes-là, c'est difficile d'avoir de bonnes élections. Et nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait consensus autour de cette question électorale de façon à nous donner une bonne élection. Nous, à notre niveau, nous avions même fait des propositions, que ce soit sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, que ce soit sur la loi électorale, que ce soit sur la manière de la désignation et la composition même du bureau de la CENI. Mais nous remarquons aujourd'hui qu'il y a un forcing qui a été fait et le régime aujourd'hui veut seulement tout faire de façon à pouvoir se maintenir au pouvoir sans pour autant
écouter ce qui peut nous aider à réparer ce qui a été comme échec la fois passée. Souvenez-vous de 2006, 2011 et 2018. On est tous d'accord que ça n'a pas marché. Mais pourquoi on ne doit pas corriger? Et si aujourd'hui, nous devons mettre fin à l'illégitimité des dirigeants et des institutions, il est impérieux que nous, en tant que patriotes, puissions nous rencontrer et parler de la question électorale. Parce que vous allez voir aujourd'hui, bien sûr, d'ici peu, nous aurons 2 élections. Mais la CENI n'a pas encore donné son calendrier. Nous avons suivi Fachi sur France 24 et il nous avait dit qu'il a démontré que les calendriers n'étaient pas disons, plus urgent. Et pourtant, il faudrait qu'il y ait le calendrier parce que toutes les opérations électorales vont faire l'objet de ces calendriers. Il y a tout un chronogramme là-dedans et ça permettra à ceux qui vont postuler, à des états-majors qui devaient préparer les candidats, de s'adapter par rapport à ces calendriers. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier. Jusqu'aujourd'hui, personne ne vous dit la vérité sur ce que le peuple doit savoir. Et aujourd'hui, le problème est au niveau de la composition de cette CENI. Parce que nous voulons aller dans une compétition, il est important que nous ayons les chances égales. Il est important que les jeux soient transparents. Mais aujourd'hui, vous allez dans cette composition, vous avez les gens qui sont choisis par les régimes qui sont là-bas. Mais la réorganisation même de ce bureau que vous exigez ne va pas retarder les choses? Ça ne va pas retarder parce que je viens de vous dire ici, nous, par exemple, nous avons notre proposition. Les autres aussi ont émis leur proposition par rapport à ce qu'ils veulent de cette CENI. 2, 3 principales de vos propositions. Il y a 2 ou 3 jours que les experts se mettent et on va aller. Quelles sont ces principales propositions pour vous qui doivent Les principales propositions, par exemple, parce que le poste du président, c'est le poste de confession religieuse, mais les 6 autres membres du bureau, ce sont de politiques. Nous, on avait proposé à ce qu'il n'y ait pas de politique à l'intérieur, mais ils ont estimé qu'il faille avoir de politique. OK, comme vous voulez qu'il y ait des politiques, il faudrait qu'il y ait des politiques qui représentent les forces qui sont au pays. Toutes les tendances. Donc, toutes les tendances, de façon à permettre à ce que tout le monde connaisse ce qui se passe au niveau de l'intérieur, que tout le monde puisse avoir l'œil sur ce qui se passe et que ça puisse informer aussi les gens qui ne sont pas de l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous avons 6 membres de cette composition qui ne font partie que d'une seule famille politique. Donc déjà, ce bureau ne vous inspire pas confiance. C'est déjà un problème. C'est pour cela que nous disons, nous, on ne va pas boycotter les élections, on va se battre jusqu'à ce que la recomposition de ces bureaux soit réelle. Madame Solange Mafouta. C'est très difficile de parler après Maman Chantal parce que ce qu'elle dit est totalement exact et nous voyons les choses de la même manière. Bon, on ne peut pas prêter de mauvaises intentions à la CENI parce que au dernier échange que nous avions eu avec Kadima, le calendrier sera prêt pour le mois prochain d'après ce qu'il a dit, fin décembre, et ça peut se faire. Avec un peu de bonne volonté, ça peut se faire. Ces élections peuvent... C'est même pas qu'elles peuvent, elles doivent. Elles doivent, parce que ce n'est pas un désir des partis politiques. C'est dans la Constitution. Donc ne pas les organiser, c'est anticonstitutionnel. Maintenant, nous espérons quoi? Qu'on n'ait pas les drames qu'on a eus en 2019. C'était des élections catastrophiques. 2018, pardon. C'était des élections catastrophiques. Catastrophiques. Moi, j'étais candidate à l'intérieur et... c'était un cauchemar. C'était vraiment un cauchemar. Pour moi, je ne peux même pas appeler ça des élections, en fait. Je ne peux même pas appeler ça des élections. Par rapport aux résultats, comment ils ont été... comment dire? Ils ont été... publiés. C'était... Tout était faux, tout était mal organisé et j'espère vraiment que cette fois-ci, les gens ne vont pas jeter leur argent par la fenêtre parce qu'il faut savoir que, surtout nous les femmes qui nous présentons, c'est des grands sacrifices. C'est des très très grands sacrifices et voir comment ça s'est organisé en 2018, j'espère vraiment que ça ne sera pas le cas. Alors, à 14 mois de l'organisation de la tenue de ces élections, comment se prépare la femme à affronter ces élections? La société civile, Dorcas Boilelou, est-ce que la société civile est déjà dans la sensibilisation, dans la préparation, dans la mobilisation de la femme? Et quelle cible vous choisissez au sein même de ces femmes? Est-ce que vous restez auprès des femmes instruites, des femmes déjà bien assises, ou vous allez jusqu'auprès de la femme qu'on oublie, celle qui n'a pas accès peut-être à
à toutes les informations auxquelles les femmes de la grande ville ont accès? Oui, exactement. La société civile se prépare. Et on a parfois tendance à croire que la participation politique des femmes n'implique que la participation des femmes en tant que candidates, alors que la participation politique des femmes ou la participation des femmes aux élections commence d'abord au niveau de l'organisation de gestion par la CENI. Ensuite, on a les candidats, la participation des femmes en tant que candidates. On a la participation de femmes aussi en tant qu'électrices. Et il y a ces 3 composantes. Et maintenant, par rapport à ces 3 composantes, la société civile se prépare de quelle manière? La société civile que nous sommes, la société civile féminine, nous nous préparons aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe. Au niveau interne, nous martelons plus sur la formation des femmes, le renforcement de capacités et la sensibilisation des femmes. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'au niveau interne, c'est vrai qu'on peut outiller les femmes qui subissent déjà l'influence du patriarcat, les reléguant au second rôle et fragilisant leur capacité de faire plus. C'est comme ça que nous martelons plus sur la formation, le renforcement de capacités et puis la sensibilisation. Mais cela ne suffit pas, comme je l'ai dit. Un autre aspect, c'est au niveau externe. Et c'est vraiment au niveau externe que le problème se pose encore plus. Parce que nous avons les normes culturelles, le patriarcat, la pauvreté des femmes, la sous-éducation qui influencent la sous-représentativité de femmes. Et du point de vue externe, ce que nous faisons en tant que société civile, nous travaillons sur la sensibilisation de masse de la communauté pour le changement de mentalité et la sensibilisation sur la sensibilité aux questions du genre. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses par rapport à ça, nous travaillons sur les dénonciations lorsque nous sommes informés des pratiques discriminatoires, des listes discriminatoires, des décisions discriminatoires. Ce que nous faisons, nous dénonçons. Et un autre aspect sur lequel je veux beaucoup plus insister, c'est sur le point de plaidoyer. Alors, ce que la société civile a déjà commencé à faire au point de vue plaidoyer, c'est d'abord dans la réforme de la loi, des différentes lois ou du cadre normatif des questions électorales. Et par rapport à ça, il y a eu la réforme électorale par rapport à l'article 13 de la parité qui a justement sanctionné positivement les partis politiques qui vont atteindre les 50% en les exonérant frais de dépôt. Des frais de dépôt. Il y a cet aspect, mais bien qu'on ait fait ce plaidoyer, est-ce que nous allons atteindre une participation effective des femmes en tant que candidates? Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des contraintes, notamment le seuil de représentativité. Parce que le seuil de représentativité qui continue à persister va constituer une grande barrière pour la participation des femmes parce que ça empêche aux femmes de se présenter aux élections comme des indépendantes. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que les listes ne soient pas alternatives. C'est-à-dire que lorsqu'on a un titulaire homme, il fallait que la loi électorale prévoie que la suppléante soit une femme et vice-versa. Mais cette loi-là, la loi électorale ne l'a pas encore prévu. Ce qui va faire en sorte que même si un parti aligne 50% des femmes comme sur la liste, aussi bien que 50% des hommes, lorsqu'il arrivera le moment de nomination et tout, si les suppléants sont 100% d'hommes, la conséquence sera on aura plus d'hommes que des femmes. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un élément très important, notamment au-delà comment on appelle ça, au-delà de ce plaidoyer sur la loi électorale, il y a aussi les plaidoyers sur la participation de femmes dans l'organisation de ces élections. Justement, est-ce que vous formez ces femmes à être, par exemple, présidente des bureaux de vote, à être observatrice? Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer ces femmes-là? Mais c'est ce que nous, on fait. Nous, en tant que société civile, nous organisons des ateliers, des formations, de renforcement de capacités. Mais le problème, c'est au niveau de la volonté de nos autorités à impliquer plus des femmes. Parce que le rapport de la Synco a montré que, par exemple, sur les bureaux des votes, on ne pouvait voir qu'une femme, soit 3 femmes au moins, contre autant d'hommes.
ce n'est pas que les femmes qui manquent, c'est juste la sélection ne prend pas en compte de la parité. Et ça, c'est quand même un élément très difficile à atteindre. Madame Chantal Moboni, comment on prépare la femme chez vous pour affronter les prochaines élections? Vous les avez déjà identifiées, ces femmes? Merci beaucoup. Moi, je pense que je vais aborder cette question en 4 points. Le premier point, c'est d'abord au niveau de la société. Le cliché sociétal en rapport avec la femme, il est comment? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, moi, si Ndenzoto. Dans notre société, moi, dans notre société, moi, c'est Limbisa. Tout est fait pour mettre des barrières. Tout est fait pour barrer la route à l'épanouissement de la femme. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que la communauté réalise aujourd'hui que la femme a démontré à suffisance de quoi elle est capable, que ce soit sur le plan de l'économie nationale, parce que vous avez le rapport de INFPI qui a témoigné que sur les 75% de l'économie informelle, il y a plus de femmes qui sont dans ces secteurs d'activité. Et la femme, depuis le piège, a démontré sa force. Et aujourd'hui, la femme, elle est en train de se battre pour que le pays, disons que sa famille ne puisse pas souffrir de la malnutrition. Donc, on doit respecter cette femme. Donc, la communauté doit avoir vraiment du respect envers la femme. Je profite sur ce point pour dire qu'aujourd'hui, je m'adresse à la communauté. Comment on peut comprendre que pour des intérêts politiques ou des intérêts égoïstes, que les femmes soient vilipendées par des hommes dans le Parlement debout chaque jour en utilisant des mots sans pudeur, les mots, des choses qui portent atteinte à la pudeur. N'est-ce pas l'attentat à la pudeur est punissable par la loi? Aujourd'hui, si par exemple, on veut critiquer le prix Nobel de la paix parce qu'il serait candidat, ça c'est pas notre problème, mais nous n'encourageons pas aussi les critiques parce que les gens veulent être candidats. Mais le fait de pouvoir manquer du respect aux femmes violées, ce n'est pas normal. Un gynécologue a comme travail de voir comment prendre en charge la femme, même dans ses parties intimes, qu'aujourd'hui, le Parlement debout commence à vilipender ces femmes violées, à dire de n'importe quoi sur la femme. Avant, c'était l'honorable Janine Mabunda. Aujourd'hui, c'est pour des femmes violées. Là, nous ne sommes pas d'accord. Et nous disons à toutes les femmes de manifester leur mécontentement par rapport à ça. Nous ne pouvons pas accepter que la femme puisse être ridiculisée jusqu'à ce niveau-là. Alors, par rapport à la société, c'est ce que j'ai dit, il faut respecter la femme. Parce que la société qui ne respecte pas la femme, c'est une société vouée à la malédiction. Je vais prendre maintenant sur le point de parti politique. Sur le point de parti politique, nous devons affronter la vérité en face. Nous avons combien de femmes présidentes de partis politiques? Nous avons combien de femmes qui sont dans la responsabilité au niveau du bureau politique, secrétaire général ou secrétaire général de partis politiques? Nous avons des femmes militantes, nous avons des femmes qui viennent pour élire, mais nous n'avons pas assez de femmes qui ont ces responsabilités-là. Nous avons combien de femmes d'affaires qui sont dans la politique, qui pourront par exemple vouloir postuler? Parce que le choix de candidature, ça n'émane pas de la volonté de la femme. La femme peut postuler, mais il y a tout un bureau chargé d'étudier les candidatures qui peut pour une ou telle autre raison rejeter cette candidature de la femme. Mais est-ce que vous avez déjà chez vous établi les critères, par exemple, des femmes à retenir? Oui, je suis en train d'arriver, maman. Et ce problème est général. Je vais arriver chez moi, mais c'est d'abord un problème qui est général pour la femme congolaise. Et aujourd'hui, il y a combien de femmes identifiées en tant qu'opérateur économique, par exemple, parce qu'il y a un problème de la capacité économique de la femme. On ne peut pas on ne peut pas se faire ignorante par rapport à ça. Mais aujourd'hui, si les partis cherchent des sièges au Parlement ou dans n'importe quelle circonscription électorale, les partis auront tendance à choisir les gens qui sont de potentiels candidats et des évidences qui peuvent apporter au parti un siège. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous interrogeons les femmes qui sont dans des différents partis politiques, est-ce que c'est facile pour ces femmes-là?
Ça, c'est un problème. À notre niveau, nous avons un groupe de femmes qui souhaitent postuler, que nous encadrons. Mais dans le parti politique, ça ne se limite pas à ce niveau, parce que je venais de vous dire ici, les candidatures passeront au niveau de l'examen. Mais les critères qui seront là, est-ce que la parité sera-t-elle respectée? Si la parité est respectée, avons-nous assez de femmes qui puissent répondre à ces critères? C'est ça aussi le problème. C'est pourquoi j'ai catégorisé d'abord au niveau de partis politiques. Vous pouvez avoir des dirigeants qui aiment la promotion de femmes. Mais dans les structures du parti politique, il y a ce qu'on appelle la masculinité toxique, qui est en train de lire domicile. Parce qu'il y a quelque chose là, quand vous voulez proposer ça, on dit Bino Karabamama, toujours les femmes, vous voulez la facilité. Ce n'est pas la facilité. Mais nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour permettre à ce que cette parité soit effective. Donc c'est ça le problème au niveau de partis politiques. Il y a d'abord carence des femmes en tant que cadres. Au cadre du parti, il y a carence des femmes en tant que des femmes qui s'imposent. Et certaines femmes aussi qui ont de responsabilités, peut-être qu'elles ne sont pas en train de s'imposer en tant que telles par leurs compétences. Ça donne aussi la raison à certains hommes qui ne veulent pas que les femmes s'épanouissent. Mais aujourd'hui, je dirais à ce niveau-là de parti politique, moi je trouve que la loi électorale, comme nous avions dit, la loi électorale n'a pas aidé la femme. Parce qu'on ne peut pas solutionner les problèmes en amont. Il faut commencer en aval. Ces femmes-là qui feront 50% de listes viendront d'où? Des partis politiques. Est-ce que dans le parti politique, le responsable des partis politiques, en considérant la loi, l'article 13 de la loi électorale, y a-t-il un caractère contraignant par rapport aux responsables de partis politiques pour la représentativité des femmes? Il n'y a pas. Aujourd'hui, on vous dit, s'il y a 50% de femmes, vous êtes exemptés de paiement. Les gens ont de l'argent. Les gens qui sont du régime, par exemple, ils ont leur argent. Les hommes ont de l'argent. Ils vont payer. Ça, c'est pas leur problème. Mais le problème, c'était de mettre un caractère contraignant pour que les partis politiques, sachant que pour que nos listes soient recevables, il faudrait qu'il y ait le femmes. Alors nous devons travailler au niveau de ces femmes. Nous devons sensibiliser, donner de formation, éduquer. À vous entendre, les partis politiques n'investissent pas vraiment dans les femmes. Les partis politiques n'investissent pas vraiment dans les femmes parce qu'il y a un cliché sociétal. C'est un problème de pesanteur culturelle qui est dans le chef de beaucoup d'hommes. Mais il y a certains qui soutiennent des femmes, qui soutiennent la promotion des femmes, mais sur le plan de fait. Parce que vous allez voir dans le statut des différents partis politiques, ils vous diront que nous respectons la Constitution. Mais jamais vous allez voir les articles qui disent par rapport à la femme dans les statuts de notre parti, on dit ça non. C'est maintenant qu'on est en train de vouloir adapter les choses. Mais le troisième point, c'est au niveau de la femme elle-même. Est-ce que la femme comprend la philosophie du combat? Parce qu'il y a des femmes qui se trouvent à l'aise d'être les escaliers des hommes. Il y a des femmes qui se trouvent à l'aise de travailler pour les hommes et combattre d'autres femmes. Et il y a des femmes qui ne comprennent pas c'est quoi la philosophie du combat. Et là, j'en appelle à la responsabilité des femmes leaders, à la responsabilité des femmes qui sont des élus, à la responsabilité, parce qu'on ne peut pas venir chez l'électrice seulement pour demander la voix. Mais on peut retourner chez l'électrice pour la formation, pour l'éducation, pour lui montrer le danger qu'il y a en votant à cause de polo ou à cause de l'argent. Donc, il y a un devoir entre la femme élite, la femme élue, la femme leader et la femme de la base. Parce que généralement, quand la femme est élue, elle est partie. Elle est loin de sa base. Elle va venir juste pour chercher le voix. Or, si on maintient la relation entre la femme élevée, la femme, l'élite et la base, l'élite pourra transmettre la connaissance, pourra transmettre l'éducation, parce qu'elle est expérimentée, elle connaît le combat, elle en a eu le haut et le bas, elle peut encadrer maintenant la femme de la base. Donc, il y a un problème. Donc, aujourd'hui, nous nous préparons, la femme se prépare.
Mais nous dire que si la liste est à 50%, c'est du bluff. Parce que ça serait chercher une solution en amont. Pendant qu'en aval, il y a des problèmes. Il fallait un caractère contraignant dans le parti politique. Au-delà de ça, il faut la prise de conscience de la femme. Parce que si la femme veut être candidate, il y a des préalables. La femme doit se battre. On ne va pas chercher des faveurs imméritées. On doit se battre, on doit s'affirmer, on doit travailler de façon que nous puissions atterrir à ça. On ne va pas rester comme ça, on ne vous connaît pas, vous ne faites rien, vous êtes là, vous venez, personne ne vous connaît, et à la veille des élections, vous dites « je serai candidate ». Ça sera difficile parce que le parti aussi va dire il n'y a pas intérêt, il y a risque de ne pas avoir un siège. On risque de privilégier un homme parce que lui, il était visible. Il était plus actif. Donc, je profite aussi pour dire aux femmes qui sont dans le parti politique, c'est le moment de travailler. Il y a des femmes qui ont peur des médias. Ils ont peur de la télé. Nous avons des femmes capables, compétentes, qui ont de la matière. Mais il dit, mais quand vous avez peur de la télé, comment vos électeurs ou vos électrices vont vous connaître? Donc, c'est question aujourd'hui de regarder au niveau de notre société, il faut un changement de mentalité. Au niveau de partis politiques, il faut un caractère contraignant. Au niveau de la femme doit prendre conscience. Elle doit vraiment s'activer et travailler. Et nous ne devons pas oublier que nous sommes déjà majoritaires à plus de 52% de la population. Il faudra que la femme capitalise ça. Quand la société va vous dire que Kopona moi cité, moi ça lingara moi cité, ça c'est faux. C'est faux et archi faux. Nous devons déjà voir aujourd'hui, depuis 60, la RDC est dirigée comme elle est dirigée. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais aujourd'hui, faisons un effort pour que le Parlement qui va arriver ait plus de femmes. Et vous allez voir, quand il y aura plus de femmes, ces femmes vont se donner au social du peuple. Parce que quand il n'y a pas du courant, c'est la femme qui en souffre. Quand il n'y a pas de l'eau, c'est elle qui en souffre. Quand les enfants ont faim, les enfants vont chez la maman. C'est la femme qui souffre. Moi, je pense que pour chercher de lois qui puissent permettre à ce que les cadres sociaux, que la situation sociale puisse changer, il faudrait qu'il y ait beaucoup de femmes dans les institutions. Parce que quand vous regardez les femmes, leur manière de travailler, elles ont un devoir d'honorabilité. Madame Solange Mafouta. Voilà, je croyais qu'elle avait clôturé l'émission. Donc, moi, par rapport à mon expérience sur le terrain, le problème que je rencontre souvent, ce sont des femmes découragées. Les femmes sont découragées par rapport à comment se passent les élections, pas seulement celles de 2018, mais 2011, 2006 et tout ça. Elles ont peur de s'engager parce que pour elles, c'est un peu comme si elles perdaient leur temps, elles perdaient leur argent. Donc, c'est un manque de confiance. Elles n'ont pas envie de s'engager dans la politique telle que représentée actuellement. Cette politique où on ne parle que de détournement, on ne parle que de corruption, on ne parle que de vol. Elles ne veulent pas être identifiées dans ce genre d'image que la politique nous rejette actuellement. Alors, il faut aller vers les femmes, leur parler. Il y a beaucoup de formations qui se donnent, en tout cas au sein de notre parti. Au niveau des nouveautés par rapport aux lois électorales, comme Maman Chantal l'a dit, 50%, les 30%, on n'arrive déjà pas à les avoir. Donc comment est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de contraintes au niveau des partis politiques? Il y a énormément de femmes dans Ensemble, mais je ne sais pas si on aura le même nombre de femmes que d'hommes. Voilà. Et pour aller où? Et pourquoi faire? Parce que si le gouvernement, si l'État veut vraiment qu'il y ait une parité, si on veut vraiment que ce pays change de manière de fonctionner, il y a 500 députés. Il faut 250 femmes, ça veut dire 9 femmes par province. Ça veut dire 9 femmes par province. Est-ce qu'on a vraiment la volonté de mettre les femmes en avant ou pas? Le Congo reçoit énormément d'argent des organismes internationaux. Là, maintenant, je ne sais pas si on est à combien de millions déjà qu'ils ont reçus pour l'organisation des élections. Mais pourquoi ne pas innover dans ce sens-là? Ça veut dire choisir des femmes dans les provinces qui remplissent certaines cases et financer leur candidature.
Parce que c'est ça qui nous bloque aussi, c'est que les femmes qui ont les moyens, enfin les femmes qui ont les compétences n'ont pas les moyens. Moi, j'ai rencontré énormément de femmes, je vais souvent à l'intérieur du pays. Entendre cette femme parler, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là à sa place? Elle a vraiment elle a les capacités pour être à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais elle n'a juste pas les moyens et elle n'a pas envie d'aller se sacrifier dans un monde d'hommes où on s'insulte, où on se vole, où il n'y a pas du tout de respect. Donc il faut une philosophie nationale par rapport aux femmes. Et le Congo ne va jamais décoller sans les femmes. C'est impossible. La femme, il y a 52% de femmes dans ce pays. 52% de bouches, de voix qu'on n'arrive pas à entendre, qu'on n'arrive pas à diriger, qu'on n'arrive pas à guider. Comment vous voulez que ce pays décolle? Comment vous voulez qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, 90% d'hommes, parce qu'il n'y a que 11% de femmes, 90% d'hommes décident pour la majorité de la population qui s'avère être des femmes? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Il n'y a pas du tout de logique là-dedans. Bon, au niveau de notre parti, nous, ce qu'on fait, c'est d'abord identifier les... Vous avez déjà identifié les potentiels candidats? On a déjà identifié. La chance que nous avons, c'est que notre président national, c'est un féministe, un grand féministe. Donc, même dans son cabinet, il y a 23 femmes, 23 hommes qui occupent des postes. Donc, on peut déjà s'attendre à des listes ensemble 50-50. De notre côté, maintenant, le problème, c'est les femmes elles-mêmes. Parce que chez nous, il y a un slogan à l'interne qui dit plus rien sans les femmes. Donc, plus rien sans les femmes, pour nous, on a accueilli ça comme une passe en or. Donc, maintenant, c'est à nous, les femmes, de nous unir, de travailler, comme maman Chantal a dit, comme maman Dorcas a dit, de nous battre pour être devant, pour nous organiser, parce que ce n'est pas les hommes qui vont le faire pour nous. Les hommes ne vont pas le faire pour nous. Alors, c'est les formations, des formations à l'interne, des formations externes avec certains organismes nationaux ou internationaux. Mais derrière tout ça, il y a un problème d'argent. C'est un problème on ne peut pas le nier, il y a un problème d'argent. La maman, c'est pas la personne qui va aller vendre la maison pour aller se trouver une place en politique. Elle ne va pas le faire. Alors maintenant, moi, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi dans les innovations de la CENI, il n'y aurait pas des innovations comme ça, comme encourager les femmes? Dans notre parti, en tout cas, en 2018, il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu l'aide du parti pour la campagne, mais ça ne se fait pas dans tous les partis. Tous les partis n'ont pas les moyens d'accompagner les femmes financièrement. Il y a des descentes sur le terrain. Les femmes ne vont pas venir comme ça en 2023 et puis des inconnus comme par le passé. Elles doivent être connues, elles doivent avoir un contact avec la base. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Il n'y a personne qui va sortir sous le soleil pour venir vous écouter parce que vous êtes un membre d'ensemble. Ça n'existe pas. Ou bien un membre décidé, ou bien un membre de la société civile. Ça demande de l'argent. Donc, il y a tout cet accompagnement qui est compliqué, que les hommes ont, parce que les hommes ont le pouvoir depuis 62 ans et qu'ils ont les moyens de pouvoir acheter des polos, corrompre. Voilà, il faut le dire, de moyens de corrompre, que les femmes n'ont pas. Alors, si on veut vraiment aider la femme, vraiment réellement que ce pays soit, que les hommes de ce pays pensent comme les bâtisseurs de pyramides, parce que moi, je me réfère toujours à l'Égypte ancienne. Quand il y avait des crises, on mettait toujours des femmes au pouvoir. Les femmes ont toujours été choisies pour des raisons, pas parce qu'elles étaient belles, comme on disait Cléopâtre et tout ça. Non, c'est parce qu'elles ont une autre capacité à diriger, à garder les institutions unies, les familles unies. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y avait une crise, on mettait au pouvoir une femme. Le problème de la femme aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle n'a pas eu un modèle de femme qui a marqué la politique et qui lui sert vraiment de référence, Madame Solange. Il y a eu énormément de femmes, je pense qu'on n'en parle pas, c'est tout. On n'en parle pas, comme on dit ici, les chasseurs n'ont pas leurs historiens. Les histoires de chasse ne parleraient que de si les lions n'ont pas leurs historiens, ben les histoires de chasse parleraient que des chasseurs. Or, les animaux sont là. Mais des femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui parlent de femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui parlent de femmes. Il y a des femmes qui se sont battues dans ce pays. Il y a des femmes qui ont défendu ce pays. Mais seulement, on n'apprend pas ça ni à l'école, ni dans les cours d'histoire, ni nulle part, ni en politique. Toutes les femmes qui essaient de sortir, de garder leur tête hors de l'eau, on fera toujours tout pour dire que voilà. C'était pas vraiment par rapport à ses compétences, c'était plutôt parce qu'elle avait des... Voilà. Il faut toujours qu'on salisse l'histoire des femmes.
c'est fatigant à la fin, parce qu'il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui sont debout, il y a des femmes qui ont une vraie vision, et ce pays a besoin de vraies visions, ce pays a besoin des gens qui veulent travailler, pas des comédiens comme on voit. Moi, tous les politiciens, actuellement, pour moi, c'est des comédiens. Des comédiens, pour eux, voir une caméra, ça veut dire « fais ton cirque », alors que le peuple souffre. Alors qu'il y a la guerre. Alors, que faire pour emmener aujourd'hui cette femme qui constitue la majorité de l'électorat à donner ses voix aux candidats de femmes? Que faire? Si on a vraiment envie qu'il y ait des femmes pour changer les choses, parce que comme maman Chantal l'a dit, effectivement, c'était pas 75%, c'est 80% de ce que nous mangeons dans nos assiettes, c'est le travail du fruit, le travail des mains des femmes. Donc, si on veut vraiment que ce pays change de manière de fonctionner, qu'on finance les femmes qui ont les capacités. Comme ça, on les sort des partis politiques qui les étouffent, on les sort des orchestres, parce que souvent, certains partis politiques, c'est des orchestres, où on vous donne des uniformes pour danser. Mais pourquoi on n'aurait pas un parti politique femme, dirigé par une femme, vraiment où on a la majorité des femmes? Bon, moi, je pense que j'aimerais vraiment insister sur un fait, je l'ai entendu auprès de mes consoeurs par rapport à que l'État doit financer les femmes. Je suis d'accord. Je suis d'accord que l'État devrait financer les femmes, mais j'ai toujours cette citation, comme dit souvent, que Kolie Opesangambisi, la Kisangako. On peut faire ça après. Au lieu de m'apprendre à comment on appelle ça, à pêcher. Au lieu de me donner le poisson, apprends-moi à pêcher. Voilà, ouais. C'est ça le mot en fait. Donc c'est pour dire que je veux bien, l'État doit financer les femmes, mais nous devons revenir à la réalité. Nous devons vraiment revenir à la réalité. Notre État est pauvre. Avec un budget. Ça dépend. Un budget, parce qu'on doit vraiment rester objectif. Non. Et faire des propositions pratiques. Et moi, je pense que la proposition, au lieu... C'est vrai, on peut bien soutenir les initiatives des femmes, mais l'État devrait plus créer un environnement propice pour l'autonomisation économique des femmes. Parce que, je donne un exemple, déjà au niveau de l'emploi, par exemple, les femmes sont victimes des discriminations salariales, par exemple. Oui. Par rapport aux écarts salariaux. Ça n'a rien à voir avec la question des élections. Non, par rapport aux élections, c'est ça que je suis en train de dire. La création des richesses, en fait. Parce que là, on est en train de réfléchir sur la richesse, en fait. Comment est-ce que les femmes comment elles vont financer les élections. Et il y a plusieurs étapes. Au-delà du fait que l'État doit peut-être financer les femmes, je pense qu'on devrait plus insister sur le mécanisme que l'État doit mettre en place pour assurer l'autonomisation économique des femmes. Madame Solange, vous n'êtes pas d'accord? Avant de vous donner la parole, mais permettez-moi de finir mon idée, parce que voilà pourquoi je suis vraiment en train d'insister sur, par exemple, l'aspect professionnel où les femmes subissent de plus en plus des disparités, des discriminations, des écarts salariaux. C'est très flagrant. Ce sont des situations que les femmes vivent dans le silence, par exemple. Entre un homme et une femme, par exemple, une jeune fille que je suis mariée, une fois que je suis mariée en face d'un homme qui est marié, le recruteur serait plus séduit à prendre l'homme que moi. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que tout de suite, j'irai en congé de maternité. Et il va faire son calcul, il va dire que je peux, au bout de 10 ans, si elle a 4 enfants, c'est peut-être une année encore de temps perdu. Et l'État n'a pas encore. On prend Madame Solange et on prendra Madame Oboni sur cette question. Ça, c'est juste un seul aspect, sans compter d'autres aspects économiques qui fait en sorte que les femmes vivent dans la pauvreté. Il n'y a pas que l'aspect des financements des élections. C'est compliqué, ces histoires de préparation de femmes aux élections. C'est au-delà des financements. En tout cas, pour ça, moi, je suis vraiment pas totalement d'accord que l'État doit forcément financer les femmes. Mais plutôt mettre un cadre propice pour l'épanouissement et l'autonomisation économique des femmes. Exactement. Mais ça, c'est un programme à vie. C'est pas un programme qui nous concerne là dans les 12 mois qui viennent. 14 mois. Dans les 14 mois qui viennent. Dans les 14 mois, les femmes sont déjà sur le terrain. Dans les 14 mois, les femmes sont déjà déployées. Dans les 14 mois, quelle femme va commencer à chercher à s'organiser financièrement? Que faire avec ce que nous avons aujourd'hui? La femme qui n'a pas les moyens aujourd'hui,
je Elle sais est pas. disqualifiée? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ça sera difficile. Ça sera difficile parce que les femmes qui ont des ambitions, elles ont eu 5 ans depuis 2019 pour se préparer. Donc, c'est pas aujourd'hui que l'État va commencer à donner du travail, à accompagner. Ça, c'est un très bon projet, mais un projet à vie de l'État. Que l'État doit fonctionner comme ça, qui doit favoriser, qui doit avoir une égalité au niveau du travail, au niveau des salaires, au niveau de l'organisation des entreprises et tout ça. Mais pour l'instant, pour l'organisation des élections, il y a urgence. C'est pas nous qui avons sorti cette loi. C'est eux, c'est la CENI qui a sorti cette loi. Que voilà, 50-50, vous payez pas. Maintenant, on fait comment? Ils vont prendre les femmes qui vendent du pain, ils vont prendre leurs copines, ils vont prendre leurs sœurs. C'est vers ça qu'on est en train d'aller. Justement, c'est ça. Vous dites déjà qu'il n'y a pas de femmes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas D'où beaucoup. viendront ces femmes qu'on mettra sur les listes? Alors, pour qu'il y en ait, pour moi, je trouve que bon, si l'État veut vraiment diriger différemment, mais qu'on fasse les choses. Et après, on va s'organiser pour que les femmes, pour qu'on se batte de plus en plus pour la vie des femmes, les droits des femmes et tout ça. Mais pour l'instant, nous avons besoin des femmes au pouvoir. Et pour avoir ces femmes au pouvoir qui n'ont pas les moyens... Mais là, Chantal Boboni, on écoute un peu l'avis de Madame Chantal. Oui, parce que nous avons un débat qui est limité. C'est-à-dire, on ne sait pas parler toujours de généralité. Nous sommes sur les élections. Les élections. Et la femme. Et la femme. Okay. Comment la femme se prépare aux élections de 2023? Parler de l'État, c'est vague. Mais l'État a une structure qui s'occupe de la femme. Parce qu'on parle de la femme. Qui peut me dire aujourd'hui la politique publique du ministère du genre en rapport avec la promotion de la femme? C'est ça la grande question. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y en a en fait. Permettez-moi, maman, s'il vous plaît. Permettez-moi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une loi que j'appelle du bluff. C'est-à-dire vous êtes en amont. Vous laissez ce qui est préalable qui devait déjà être fait en aval. C'est pas fait. Aujourd'hui, que fait le ministère du genre? On attend le 8 mars, le pagne et les cris, les tralalalala. On devait avoir un programme avec chronogramme. Sachant qu'il y a tous les 5 ans, il y a le cycle électoral, de tous les 5 ans, le ministère du genre devait déjà avoir un programme par rapport à la promotion de la femme, que ce soit la femme rurale, la femme politique, la femme entreprenante, la femme l'électrice et consort. Parce qu'aujourd'hui, comment, même ce ministère du genre, qui peut défendre les intérêts des femmes sages, par exemple? Qui peut défendre les intérêts? Parce que quand nous parlons de la femme, on ne voit pas seulement la femme politique. On voit la femme dans tous les aspects de la vie. Parce que cette femme, elle peut ou ne pas postuler, mais elle est électrice. Nous avons donc pour vous, madame, un ministère du genre qui ne travaille pas pour la promotion de la femme. Nous avons un ministère du genre. Par rapport aux élections. Il y a un budget dans ces pays. Il a aussi une quote-part du budget. Qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Nous avons de partenariats avec beaucoup de pays, beaucoup des organisations internationales qui soutiennent la femme. Nous avons tout ça. D'où part cet argent-là? C'est ça le problème. Moi, je sais que la capacité économique de la femme pose problème. Moi, j'ai été candidate en 2018. J'ai été élue, mais on ne m'a pas nommée. Parce qu'il y a eu des nominations. J'ai eu mes voix, mais je n'ai pas été nommée. Le problème, c'est quoi? Il y a un problème réel par rapport à l'argent pour la campagne. Parce qu'aujourd'hui, on prend l'argent du peuple congolais, on revient vers le peuple pour acheter le voix après 5 ans. Et vous qui n'avez pas d'argent sur le terrain, vous souffrez. Et les élections ne se préparent pas pendant le vote. On parle du processus électoral, c'est-à-dire dès déjà au lendemain de l'autre de scrutin précédent, il faut commencer à se préparer. Bon, aujourd'hui, comment cette femme va se préparer? On ne dit pas qu'il y a un budget pour les élections de la femme. Non. L'État, à travers son ministère du genre, doit avoir un mécanisme approprié pour permettre la promotion de la femme. Donc, nous disons aujourd'hui, maman, il y a un problème. Si la femme... Moi, j'étais déléguée syndicale. J'ai défendu la femme au milieu professionnel. Je vous dis aujourd'hui, si la femme continue à être marginalisée, discriminée au milieu professionnel, il y a 2 raisons. La première raison, c'est l'impunité. C'est la non-applicabilité des lois. Parce que nous avons une loi sur les violences faites à la femme. Nous avons une loi. C'est la non-applicabilité des textes. Et puis, c'est la femme elle-même qui ne dénonce pas, qui a honte de parler. La société aussi n'accompagne pas la femme à pouvoir dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, si la femme dit « on m'a violée », elle devient un sujet de moquerie partout. C'est ça aussi le problème. Que
fait l'État pour protéger cette femme-là? Quelqu'un peut dénoncer. Son futur, ça sera comment? Sa réputation sera comment? C'est ça le grand problème. Très intéressant comme débat, mais on me dit qu'on doit chuter. Alors, Madame Chantal, vous parlez pour conclure. On voit que la femme fait face à beaucoup de contraintes. C'est pas facile pour elle de se préparer en 14 mois pour affronter ces élections en 1 minute. Que faire pour qu'elle arrive quand même à sortir sa tête de l'eau lors des prochaines élections? Il faut cesser à la théâtralisation de la scène politique. Il faut chercher à la comédie dans la mise en place des lois et les textes réglementaires du pays. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, 15 millions de pétroliers sont partis, 660 millions dans les 100 jours sont partis, l'argent de Covid est parti. Aujourd'hui, il le rame à plus de 400 millions, on a chippé le peuple. Tout cet argent qui est en train de partir, nulle part vous verrez la quote-part de la femme. Jamais. Nulle part vous verrez la quote-part du social. Donc aujourd'hui, l'État est démissionnaire. Ouais, on peut pas dire et la pauvre. femme doit se prendre en charge. Je m'adresserai à toutes les femmes. Nous sommes une force numérique. Nous sommes une force démographique. Utilisons notre force pour changer les choses. Il ne faut plus accepter à ce qu'on puisse aujourd'hui vilipender la femme comme il en est le cas aujourd'hui, en train de vilipender des femmes violées, en train de mettre les insanités sur la place publique et que la femme se taise. Il faut sortir du silence. Madame Solange. Moi, je pense pareil. L'État a l'argent. Il ne faut pas dire que cet État est pauvre. On a reçu énormément d'argent déjà maintenant pour l'organisation de ces élections, alors qu'on puisse faire des choses, faire les choses différemment et mettre la femme en avant. C'est tout à fait normal. C'est pas un cadeau. C'est tout à fait normal que la femme ait sa place. On vient pas prendre la place des hommes. On vient prendre la place qui nous revient. Parce que pour moi, la parité, c'est 50-50. D'ailleurs, c'est 52-48. Parce que nous sommes 52% de femmes. Oui. Non, sinon, c'est pas calculé. Alors, si c'est 30%, c'est pas une parité. Donc, il faut pas répéter les bêtises des hommes. À un certain moment, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, moi, je dis aux femmes, femme, vote femme. Si 52% de femmes votent femme, je vois pas où est-ce que les hommes vont se mettre. Voilà. Madame Dorcas, société civile, que faire pour que, en 14 mois ici qui nous reste, la femme soit capable d'affronter courageusement ces élections et ne pas les affronter en allant des gens comme une perdante? Bon, moi, ce que je dirais par rapport à ça, je pense que premièrement, les femmes doivent prendre conscience qu'elles peuvent faire quelque chose. Elles doivent être suffisamment actives dans les partis politiques pour celles qui sont dans les partis politiques, c'est-à-dire qu'elles assistent dans les réunions, elles ne désertent pas les réunions, elles payent leurs cotisations du mieux ou du peu qu'elles n'en possèdent, mais au moins que les femmes aussi puissent se responsabiliser pour pleinement participer au niveau de partis politiques, se préparer suffisamment, aussi bien au niveau technique, au niveau financier et puis d'autres aspects. Et un autre élément, c'est par rapport à l'État, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités. Et surtout par rapport au financement, comme je l'ai dit, je suis d'accord que l'État peut financer. Déjà, c'est dans la loi portant financement des partis politiques, c'est dans l'obligation de l'État de financer les partis politiques. Et je pense qu'à court terme, avec les réalités qui se présentent, ça sera très difficile d'espérer peut-être un financement de la part de l'État pour ces 14 mois. Et je pense que de manière pratique, je pense que l'État devrait plutôt améliorer les conditions de travail des femmes pour que les femmes arrivent à créer des richesses, notamment. Il y a cette histoire, passez-moi le terme d'entrepreneuriat, c'est qu'on devrait plutôt encourager l'entrepreneuriat des femmes, l'autonomisation économique des femmes, les accompagner dans ce sens pourrait aider les femmes justement à financer, à décoller en politique, à décoller quand même en politique. Le temps pour l'État de s'améliorer et de prendre réellement ses responsabilités parce qu'il est démissionnaire comme mes consoeurs l'ont dit. On va parler actualité avant de chuter. Madame Solange Mafuta, malaise à l'Union sacrée. Il y a Olivier Kamitatou qui a fait sa sortie médiatique pour critiquer notamment la gestion de la sécurité. Il a également parlé de la pauvreté, mais il a surtout insisté sur l'organisation des élections en 2023. Et il s'en est suivi beaucoup de réactions. On demande notamment aux délégués ensemble de quitter les institutions.
Vous êtes parmi les cadres de ce parti. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons accompagné le chef de l'État parce qu'il avait lancé un appel, à l'aide d'ailleurs, parce qu'il n'arrivait pas à gérer le pays avec, dans leur accord avec Kabila, avec le FCC. Donc, nous sommes venus en appui pour l'aider à gouverner. Ce n'était pas pour le soutenir ou pour soutenir les malversations, les détournements et tout ce qui se passe que vous voyez. Donc, moi, d'après ma lecture de l'actualité en cet instant, c'est que ils auraient voulu qu'on les accompagne et qu'on se taise. Or, par rapport à la déclaration d'Olivier Kamitatou, qu'est-ce qu'il a dit de mal? On attend les élections, qui ne les attend pas? Sa déclaration engage effectivement l'ensemble. Voilà, ça engage ensemble. Nous attendons des élections. C'est même pas nous. Au fait, c'est la Constitution qui le dit, qui l'oblige. Donc, nous devons aller vers les élections, mais on a l'impression qu'on n'en parle pas suffisamment. Bounagan est parti depuis quelques mois. Aquamount, cette histoire de main noire dans le corps, on n'arrive pas à dire où est le corps, on ne sait pas. Donc, on aimerait que les politiciens, qu'aujourd'hui, qu'on nous respecte, qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe exactement pour que le peuple puisse prendre ses responsabilités par rapport à cette insécurité. Que fait l'État par rapport à ça? Rien du tout. Il n'y a rien. Il y a des milliers de déplacés, il y a des milliers de victimes, de sinistrés, et l'État ne dit rien par rapport à ça. Et nous, on devrait rester calme parce qu'on est dans l'union sacrée. Mais ça, c'est rêver debout. Parce qu'on ne va plus se taire, on va aller comme ça. Des deux leaders, le chef de l'État, je ne l'ai pas entendu dire quoi que ce soit par rapport à cette union, si l'ensemble devait quitter ou pas. Chez nous, Moïse Katumbi, je n'ai pas entendu dire qu'on partait ou pas, mais ils doivent savoir qu'on va marcher comme ça en nous disant la vérité parce que nous sommes unis pour aider le peuple et nous parlons du peuple. Donc on va continuer de attaque à contre-attaque jusqu'à la fin. Ce n'est même pas attaque et contre-attaque, moi je trouve ça choquant que malgré tout ce qui se passe, malgré la crise qui se passe, la crise qu'il y a dans ce pays, les manifestations, les grèves, les médecins, vous les avez vus, les médecins se sont fait tabasser, les professeurs, les enseignants se sont fait agresser, les ambassades ont pratiquement menacé de fermer. Et malgré ça, vous avez encore des gens, des comédiens en fait. Pour moi, ce sont des clowns tristes qui vont là-bas au lieu de parler. Ils ont eu le mandat du peuple pour aller défendre le peuple, mais au lieu de défendre le peuple, ils vont pour faire des allégeances ou voilà que nous allons soutenir et tout. Non, l'actualité, on ne peut pas. C'est aussi on chez ne peut vous, pas accepter. C'est aussi chez vous à la Mouka, la dernière sortie médiatique de Adolphe Mosito a fait couler quand même beaucoup d'encre. On se rend compte qu'il y a quand même un malaise également chez vous. Il a notamment dénoncé l'appartenance au bloc patriotique aux côtés de Joseph Kabila, mais également il n'est pas très d'accord avec Martin Fayoulou sur la désignation du candidat Lamouka par la présidentielle de 2023. Qu'est-ce qui se passe? Bon, à notre niveau, il n'y a aucun malaise, sauf que les gens qui veulent être les instruments de la diversion, parce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie mise en place pour divertir le peuple, désorienter le peuple de questions essentielles, dont Bounagan qui est pris. Il y a des problèmes serrés à Kwamutu. Ici, à Kinshasa, il y a le banditisme urbain. Il y a un problème social, il y a un problème d'enrichissement illicite, du vol, comme Jean-Marc Abunda appelait une classe de jouisseurs est en train d'utiliser l'argent du peuple congolais. Et si les gens eux-mêmes se choisissent pour être un instrument de la diversion, c'est leur problème. Parce que madame, moi je ne peux pas imaginer que une créature créée, entretenue et orientée par Kabila puisse aujourd'hui traiter les autres de kabylistes. Parce qu'aujourd'hui parler de bloc patriotique comme une entorse, c'est vraiment ne pas être honnête, parce que je sais que Nouvel Élan a été dans le bloc patriotique au travers de son secrétaire général. Ils ont marché, ils ont signé, et puis même quand vous regardez la vidéo où le laïcat catholique et protestant faisait la déclaration finale au mois de novembre 2021, ils étaient là. Nous pensons que pour nous, c'est pas intéressant. Il y a des choses plus sérieuses sur lesquelles on doit se mettre. Aujourd'hui, le président Martin Fayoulou a un contrat social avec la population. Il est dans une tournée en train de sensibiliser la diaspora, en train de rencontrer les officiels de pays qui souvent ont
de mèche dans le pays pour leur dire que le peuple congolais a besoin de la paix. Bunagana ne peut pas partir. Vous savez que Bunagana, c'est un village dans le territoire de Rutshuru, en frontière avec Ouganda et à quelques mètres de Rwanda. C'est un village très stratégique. Déjà en 2012, Bunagana faisait entrer $700,000 par mois au niveau de la DGDA. Ça, c'est les rapports de la DGDA. Pour ne pas dire aujourd'hui en 2022, c'est en 10 ans avant, il y avait déjà $700,000 par mois. Mais dites-moi aujourd'hui, il y a combien? Et aujourd'hui, Bunagana est comment? La population est comment? Vous avez plus de 300 ménages qui souffrent au niveau de Fizi, les déplacés, sans assistance. Mais il y a des gens qui bouffent l'argent du peuple ici. Il y a des gens qui achètent les députés. Il y a des gens qui font de la comédie au niveau de la scène politique. Vous voulez vraiment nous désorienter, que nous puissions laisser ce qui est plus essentiel pour le peuple et nous orienter vers la diversion? Là, c'est pas nous. C'est question de quelques temps, le peuple sera fixé parce que le peuple lui-même va voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Comment vous allez parler de la candidature de la Mouka pendant que la Mouka n'a même pas encore levé cette option? Donc, pour la vous, il n'y a pas malaise. n'a jamais levé cette option. Aujourd'hui, je vous dis que SID est libre parce que dans la convention de la Mouka, tous les partis sont autonomes de travailler en tant que parti politique. Nous avons une personnalité juridique. Le congrès de l'ECD a décidé que le président élu soit candidat aux élections de 2023. C'est quoi le problème? Si les autres pensent aussi qu'ils ont un candidat, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la Mouka, aucune option n'a été levée. Mais aujourd'hui, que les gens préfèrent nous divertir, moi je pense que c'est pas plus essentiel pour nous. Le peuple a besoin de la paix. Aujourd'hui, les gens sont au niveau de Kwamutu. Nous connaissons comment les éleveurs sont entrés avec de bœufs et consorts. Et aujourd'hui, la population veut la paix. Kinshasa, vraiment, il y a la porte de l'insécurité. On nous aurait dit qu'il y aurait d'autres personnes au niveau des Bazangungu et consorts. Nous sommes entourés. À l'Équateur, il y a des problèmes. Une gouverneure de Maïndombe qui vous dit que le pays est en guerre. Vous avez suivi l'archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo qui nous a dit que parce que les autres ont parlé des mains obscures, mains noires. Aujourd'hui, il y a des forces obscures qui ont pris le pouvoir. Mais c'est grave. C'est grave. Vous pensez qu'on a assez de temps pour aller dans le comédie ou des diversions au lieu de nous occuper des choses essentielles? Pour vous, les idées se focalisent sur l'essentiel et ne suivent pas sur l'essentiel. La Mouka, c'est l'esprit du peuple. La Mouka est un symbole de victoire du peuple. Le président élu Martin Fayoulou, c'est un président qui a un contrat social avec le peuple et il continue sa résistance. Nous sommes des résistants, nous ne sommes pas opposants. Nous continuons dans la résistance jusqu'à ce que le peuple gagne. Nous reviendrons certainement à une autre occasion pour parler encore des préparations de ces élections pour la femme et par la femme. C'était le débat au féminin. Nous recevions pour vous Dorcas Boalelou, coordonnatrice de l'ASBEL Bibi Asbel, l'organisation de la société civile, Madame Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou et cadre de l'ECD, Madame Solange Mafuta, coordonnatrice nationale adjointe de la dynamique des femmes pour le changement en charge de la communication et mobilisation d'Ensemble pour la République. Ensemble avec elle, nous avons essayé de réfléchir sur comment la femme se prépare-t-elle aux élections de 2023. Mamie Tchele était devant ce micro pour diriger ce débat entre femmes. On a réfléchi pour voir comment la femme peut utilement participer aux prochaines élections, financement des élections pour la femme. Un débat très intéressant. Merci à vous, chères dames, d'avoir répondu à l'invitation du débat au féminin, invitation de Top Congo FM. Espérons vous retrouver dans un autre numéro, dans un avenir très proche. Merci à vous, fidèles auditrices, auditeurs de Top Congo FM. Et surtout, merci à vous, chers internautes. Prenez rendez-vous chaque samedi après le journal de 13h et chaque dimanche après le journal de 19h pour votre magazine Le Débat au féminin. Élections de 2023. Comment les femmes se préparent pour affronter ces échéances? Les élections auront-elles lieu dans le délai? Comment va se faire la désignation des candidates au sein des partis politiques? Comment les femmes vont-elles financer les élections? Le débat au féminin reçoit Dorcas Boalelou, coordonnatrice de Bibi Asbel, organisation de la société civile, Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou et cadre de l'ECD, Solange Mafuta, coordonnatrice nationale adjointe de la dynamique des femmes pour le changement en charge de la communication et mobilisation.